Bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes aujourd'hui à Arras, dans ce magnifique théâtre du 18e, qui est vraiment un joyau, dans le petit de la salle de concert, qui elle est du 19e, avec des peintures que vous apercevez dans mon dos et que je vois ici, la fameuse école de paysagistes d'Arras. Un très très beau, très bel exemple de ce qu'on peut trouver dans les Hauts-de-France. On va commencer dans un instant. Il y a malheureusement des invités qui sont en retard. En revanche, bon, François de Coster est là. C'est un peu les coulisses, le off de nos permanences. Anne aussi, Alexandre. Donc on va commencer dans un instant. Il y a beaucoup de gens, je crois, qui sont déjà connectés. Le principe, vous le connaissez, c'est un temps d'échange. On n'est pas ici dans un meeting. On est là à la fois pour vous entendre, pour échanger, pour débattre, de parler ce qui a été fait éventuellement, mais surtout de parler de l'avenir, parce que c'est l'avenir qui nous intéresse, et de voir ce qu'on peut construire ensemble. Donc, dans un premier temps, on va avoir un temps de débat qui va être beaucoup autour de la manière dont la région travaille avec les élus locaux et comment, par exemple, un adjoint de la culture aujourd'hui collabore, travaille, que ceux qui nous suivent puissent mieux comprendre où se place la région dans le fameux millefeuille administratif français. Et ensuite, on vous donnera la parole. N'hésitez pas, c'est vraiment un principe où on pousse la porte. Donc là, vous poussez la porte du théâtre d'Arras. Tout le monde est bienvenu. Je vous demanderai simplement, voilà, on est dans des conditions qui sont artisanales. Je le répète à chaque fois. On fait ça avec les moyens du bord. On n'a pas de car régie. Nous nous appelons ni BFM ni Arte. Et donc, je vous demanderai un peu d'indulgence quant à l'organisation et les petits bugs qu'on peut rencontrer. Donc, on va commencer peut-être déjà par vous présenter. Je vais vous laisser vous présenter, ça me paraît plus simple. Donc, je vais commencer par Alexandre, puisqu'on est ici à Arras. Et voilà, c'est assez logique quand même que ce soit celui qui nous reçoit qui commence par se présenter et présenter sa ville. Très bien, écoutez, ravi de vous accueillir. Donc Alexandre Malfait, donc je suis adjoint au maire, délégué à la culture de la ville d'Arras, et puis également conseiller départemental du canton Arras 2, et donc ravi de vous accueillir ici à Arras, dans cette ville voilà, d'un peu plus de 40 000 habitants, où la culture a une place très très forte. Voilà, et vous avez effectivement ici un exemple au travers notamment de cette scène nationale, ce théâtre d'Arras, qui a d'ailleurs finalement une originalité, c'est que c'est une scène nationale portée sur 2 villes et sur 2 départements, en l'occurrence Arras et Douai. Donc voilà, au travers de cette scène nationale qui s'appelle donc le Tandem. Merci Alexandre. Anne. Bonjour à tous, donc Anne Pinon, maire de Dury, conseillère régionale, donc sortante, et j'ai eu la chance d'être présidente de la commission rayonnement. Donc, dans la commission rayonnement, il y avait de nombreuses thématiques, dont la culture, ce qui m'amène à être à vos côtés aujourd'hui. Et j'ai donc pu travailler notamment avec François, lorsqu'il était vice-président de la culture, pour définir la nouvelle politique culturelle, et puis après, plus particulièrement, pour travailler sur le plan de relance et le plan de soutien aux acteurs culturels pendant la crise sanitaire. Merci Anne. François. C'est François de Coster. Moi, je suis maire de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, conseiller régional sortant. J'ai eu la grande chance d'avoir comme présidente de commission Anne. C'était un vrai plaisir de travailler ensemble avec une équipe de conseillers régionaux très engagés sur cette ambition pour la culture, qui était un des grands axes de la campagne de 2015. On reviendra sur le contexte de 2015. Ça n'est pas le même, évidemment, pour cette élection régionale. Pendant 4 ans, j'ai eu l'honneur d'être vice-président en charge de la culture. Et je peux vraiment dire que ce que nous avons fait a été regardé d'un peu partout en France. On a vraiment, je pense, considéré qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le domaine de la culture. D'ailleurs,
il y a quelqu'un qui est en train de nous appeler pour tout de suite essayer de savoir un peu. Et ça, c'était peut-être une surprise. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans le domaine culturel, sur les anciennes régions, Nord-Pas-de-Calais ou Picardie, des choses très différentes d'ailleurs. Ça aurait pu amener à geler un petit peu ces dynamiques, ces politiques. Et au contraire, il y a toute une méthode qui a été proposée par Xavier Bertrand, qui a été très partagée avec l'ensemble des acteurs culturels de la nouvelle région des Hauts-de-France pour créer cette ambition culturelle, pour créer tous les dispositifs qu'on a ensuite élaborés, qui ont été adoptés en commission rayonnement et qui ont été mis en œuvre, j'allais dire, ensemble, à la fois la collectivité régionale, les acteurs culturels, les autres collectivités, l'État. Et tout ceci amène probablement à considérer qu'on est dans un moment très particulier. On y reviendra sans doute au long de cet atelier, mais je crois que le fait qu'on ait des élections départementales et régionales concomitantes, qu'on ait finalement connu un mandat municipal, Anne le dirait tout autant que moi, Alexandre également, qui a été marqué dans cette première année de nouveau mandat municipal par la gestion de la crise sanitaire, on commence à revenir un petit peu sur nos projets, sur ce qu'on a proposé au printemps 2020 à nos concitoyens dans nos communes. On a quelque part finalement une ligne de départ qui fait que les collectivités, puis les communes, les intercommunautés, le département et la région, nous sommes un petit peu alignés pour un nouveau départ. Et je pense que c'est une chance vraiment pour la culture. Pour pouvoir entrer dans ce nouveau cycle, on a évidemment tous à essayer de voir comment on a traversé la crise sanitaire. Elle a révélé un certain nombre de fragilités. Il y a des solidarités qu'il va falloir mettre en place. Et puis aussi parce qu'on est à 5 ans de la politique culturelle qu'on a imaginée ensemble. Et on est aujourd'hui à Arras. Et finalement, c'est presque une date anniversaire. Parce que précisément, je crois que c'est à quelques semaines près, il y a 5 ans, nous avons lancé cette grande concertation depuis le tandem, ici même, qui nous a amené à pouvoir aller dans toute la région des Hauts-de-France, par des ateliers, des séminaires, à construire ensemble cette nouvelle politique culturelle. Donc, c'est à la fois peut-être le moment du bilan, mais c'est aussi le moment d'un acte 2. On est ici sur une scène, c'est peut-être l'acte 2 qui va commencer. On a eu tous ensemble l'autre jour un échange avec le CRAC. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui des échanges qu'on a fait un peu comme aujourd'hui, c'était un échange aussi en ligne, après des questions qui avaient été adressées par le CRAC à la région. En quelques mots, qu'est-ce que l'un et l'autre, qu'est-ce que vous pouvez dire? On va se compléter sur un aspect intéressant, c'est qu'en effet, le CRAC a toujours été un interlocuteur privilégié de la région. Et c'est important d'avoir des interlocuteurs réguliers avec qui on peut s'entretenir des enjeux et des priorités et puis des réajustements qui peuvent se faire au cours de mandat. Donc déjà une chance d'avoir des interlocuteurs privilégiés. Et donc c'est vrai que le CRAC a été avec nous au début du mandat, même avant, puisqu'ils avaient justement il y a 6 ans aussi déjà fait des propositions avec l'ensemble des candidats qui se présentaient aux élections régionales il y a 6 ans. Et on les a eus avec nous tout au long du mandat, on les a eus pendant la crise sanitaire, donc on a eu évidemment à travailler avec eux sur le plan de soutien. Et puis là, aujourd'hui, ils nous ont évidemment sollicité, ils ont sollicité le président Bertrand pour soumettre quelques propositions, en discuter, c'est ce que nous avons fait à 2 reprises. Une fois, on l'a fait avec François sans le président, et puis la semaine dernière. Sur ce qui ressort, et encore une fois, évidemment, François, tu me complètes, ce qui ressort, c'est surtout l'envie aussi de continuer ce rééquilibrage, puisque, comme l'a dit François, au début du mandat, 2 régions avec des enjeux différents, des forces, des faiblesses différentes, des dispositifs différents qu'il a fallu mettre en commun avec une nouvelle politique culturelle. Et en fait, le premier enjeu était la question du rééquilibrage entre le nord et le sud, entre les métropoles, les zones peut-être plus éloignées de la culture. Et donc ça, on sent qu'il faut peut-être aller un petit peu plus loin. En tout cas, c'est ce qui nous est demandé sur la question du maillage des territoires, sur la question des résonances, sur l'ensemble du territoire de la région. Donc comment on travaille sur la question de la diffusion? L'enjeu de la diffusion, c'est quelque chose qui revient souvent. Oui, on a une forte ambition. Il faut que cette ambition, elle soit ressentie sur l'ensemble du territoire. On a pour cela, c'est vrai, une chance d'avoir des acteurs culturels très présents, avec des projets
partagé entre les acteurs. Donc ça, c'est aussi une chance, il faut s'appuyer sur eux et c'est de cette façon-là qu'on travaille. Donc il y a cette question de la diffusion et il y a la question aussi de l'observation et de l'évaluation de notre politique régionale. Ça, peut-être que François pourra en rajouter un mot. Et puis, surtout, un dernier point, et c'est vrai qu'on parlait de la question de l'articulation des élections, mais c'est vrai qu'on sent aussi qu'il y a un besoin de concertation. Comment, en fait, les différents acteurs des politiques culturelles, qu'ils soient élus ou, voilà, en tout cas, qu'on puisse travailler ensemble pour définir justement les nouveaux enjeux de cet acte 2. Et une concomitance, en tout cas sur les élections électorales, les différents échelons qui partagent cette compétence. Et ça peut être en effet l'occasion de travailler ensemble. Je pense qu'il y a vraiment cette question-là, voilà, la question de la diffusion, la question de mieux travailler ensemble pour des objectifs partagés communs. François, si tu veux compléter, tu as des choses à préciser. On a, je pense, au travers de ces dernières réunions avec le CRAC, d'abord tout à fait vu combien c'était important la capacité à bien structurer le dialogue avec les acteurs culturels. Ça n'existe pas dans toutes les régions, ça s'est créé un peu avant les élections de 2015, et puis ça a été un outil très fort pour pouvoir avoir cette capacité à créer cette nouvelle ambition culturelle et cette nouvelle politique culturelle. Sans doute, on peut aussi se poser la question de savoir s'il y a besoin de structurer davantage, notamment pour qu'on puisse aussi bien toucher les acteurs culturels dans leur territoire. Et il y a une concertation au niveau de l'ensemble de la région. On a d'ailleurs des outils qu'on pourrait davantage mobiliser, comme ce qu'on appelle la CTAP, la conférence territoriale de l'action publique, où une formation culture mérite d'être posée. Ça peut être une vraie opportunité. Mais on a besoin aussi de pouvoir aller dans les bassins de vie pour pouvoir rassembler les différentes collectivités et puis les acteurs culturels pour qu'on puisse partager un projet ensemble. Ça va nous permettre de faire cette évaluation qui est normale au bout de 5 ans. Il y a des dispositifs qui ont 5 ans, d'autres qui ont été créés plus récemment. Donc, il faut aussi s'interroger sur ces différents dispositifs. Et puis aussi parce que, Anne le disait, on a un sujet sur la diffusion. On a un sujet conjoncturel sur la diffusion. Pendant plusieurs mois, on a pris une décision très rapidement au niveau de la région. Ça a été de maintenir les financements, de se dire que même si tout s'était arrêté, même si les théâtres dans lesquels nous sommes aujourd'hui n'accueillaient plus de public, tout le monde a continué à travailler. Et d'ailleurs, il va falloir bien le révéler aussi auprès de nos concitoyens. La culture, les acteurs de la culture ont continué à travailler. Ils ont travaillé différemment. Ils ont travaillé sans le contact avec le public. Et ça a été un vrai drame pour tout le monde. Ça a été, je pense, un vrai drame pour la société. Mais ils ont continué à travailler. Et aujourd'hui, on a beaucoup de créations qui ont besoin de trouver des lieux de diffusion. Donc, la question de la diffusion, elle va être très importante dans les semaines qui viennent. Ça va être vraiment, je pense, une des urgences du début du mandat. On a renforcé, et le président l'a dit d'ailleurs dans son courrier aux acteurs culturels, au CRAC, les lieux d'exposition de la création régionale. Notamment, on emmène plus de compagnies pour l'opération Hauts-de-France en Avignon. Cette année, je crois, je parle sous contrôle de Dan, mais autour de 26 compagnies qui vont être accompagnées, 27. Et donc, c'est plus que d'habitude parce qu'on a besoin de les aider à se faire davantage connaître, alors à la fois au plan national et international, comme c'est sur Avignon, mais peut-être aussi sur des opérations dédiées au plan de la région, parce qu'on a besoin de faire vivre cette création. La création, c'est d'être dans une capacité de rencontrer son public, et donc ça va être une de nos urgences. Alors, j'ai publié volontairement ce matin un article de Libé qui disait la culture grande absente du débat des régionales. C'est pour faire réagir Alexandre, par exemple. Est-ce que vous avez tous le sentiment que malheureusement on n'a pas assez parlé de culture pendant ce débat? Alors, ce n'est pas notre cas, je le répète et je l'ai dit ce matin. On avait 2 permanences virtuelles, une chez toi, une à Amiens. Il y a eu les réunions avec le CRAC. Voilà, c'est vrai qu'on en a parlé. Bon, il y a un sentiment, puisque Libé en parle. Alors, c'est plutôt, je pense, dans le débat entre les têtes de liste. Mais voilà, je voulais partager un peu là-dessus. Ce que vous sentez, est-ce que vous partagez le sentiment ou pas du tout? Est-ce que vous estimez qu'on aurait dû faire mieux? Je pense qu'il y a beaucoup de sujets dont on n'aura pas parlé dans ces élections, qu'elles soient départementales ou régionales.
Ça, évidemment, on peut le regretter. Et c'est vrai que sur le sujet de la culture, on en a effectivement parlé très, très peu. Et c'est d'autant plus regrettable, finalement, qu'on sort d'une période où on a énormément eu besoin de la culture. C'est-à-dire, on s'est quand même réfugié durant cette période, notamment du premier confinement, du deuxième confinement, quand tout était fermé, etc., vers la lecture, vers les films, avec certes d'autres pratiques, d'autres consommations de la culture, mais on a vu quand même à quel point, et ça rejoint toujours ce fameux débat essentiel, non essentiel, mais en tout cas, on a vu à quel point cette culture, elle était essentielle et à quel point elle était fondatrice dans ce qu'on était, quoi. Donc, c'est vrai que par rapport à cela, et notamment par rapport aux leçons qu'on a pu peut-être tirer de ces derniers mois, c'est d'autant plus dommage de ne pas avoir parlé de culture, et notamment, alors c'est vrai que moi, je parle plus forcément sous ma casquette de conseiller départemental et ici d'adjoint au maire d'Arras, en profitant de ce double scrutin, finalement, comment les départements et les régions pouvaient travailler beaucoup plus ensemble sur ce sujet qu'est la culture. C'est un sujet, mais François le disait, effectivement, on a besoin aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin là-dessus. On a besoin d'aller beaucoup plus loin. Vous n'avez pas le sentiment, et je le dis d'autant plus que je suis un ancien journaliste, que ce sont les médias finalement qui sont un peu coupables. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on a parlé, par exemple, on a parlé sécurité, les mêmes thèmes sont venus à chaque fois dans les débats, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, personne n'a posé sur la table le sujet de la culture. Ce que j'observe néanmoins, c'est que dans les débats, Xavier Bertrand a commencé à engager le sujet. À chaque fois, si on reprend les débats télévisés de ces dernières semaines, le président Xavier Bertrand a évoqué la culture, mais que ce sont nos opposants qui n'ont pas voulu de ce débat. Ils n'ont pas voulu ce débat parce que d'abord, je pense que la tambouille emmenée par des rouges écarlates au vert ne sait pas ce qu'elle souhaite pour la culture. Il n'y a pas de projet. Et que je pense, pour l'extrême droite, il y a surtout la volonté de cacher ce qu'a été la position de l'extrême droite pendant ces 5 années au sein du Conseil régional, qui est une position caricaturale. C'est, je pense, ce qu'on pouvait voir de pire comme positionnement politique à l'égard de la culture, parce que tout simplement, nous avons dû nous porter garants et défenseurs de la liberté de création artistique pendant ce mandat. Je suis moi vraiment marqué, je pense qu'Anne également, mais on a eu lors des premières réunions de la commission permanente, c'est-à-dire la commission qui a reçu délégation pour prendre beaucoup de décisions aussi dans la plénière et qui est peut-être moins exposée que la séance plénière parce qu'elle est moins observée par les médias, eh bien on a eu parfois des séances pendant lesquelles un certain nombre d'élus du Rassemblement national qui ont dit, eh bien non, ce festival ne doit pas recevoir de subventions de la part de la région parce qu'il ne nous convient pas dans sa programmation. Il ne nous convient pas dans sa programmation parce qu'on y entend des mots qu'on n'a pas envie d'entendre, parce que ce sont des vers d'Aragon ou des vers de Baudelaire. Et donc, nous estimons que la région ne doit pas accompagner. Et c'est la remise en cause de la liberté artistique. Et donc, nous avons dû défendre cela. Alors, ça ne s'est peut-être pas beaucoup vu, et je pense que l'extrême droite n'a pas envie qu'on le redise, mais nous l'avons vécu comme cela. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles M. Chenu ne parle jamais de culture, parce qu'il sait très bien que sur la culture, eh bien, c'est un des thèmes qui révèle vraiment ce qu'est réellement le visage de l'extrême droite et sa position, c'est-à-dire d'être dans une politique qui viendrait censurer, qui viendrait encadrer, qui viendrait dire ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et finalement, ça n'est pas du tout la position que nous défendons. Anne, après, on va passer la parole un peu parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, de spectateurs. Et donc, j'imagine que beaucoup d'entre vous veulent intervenir et participer au débat, évoquer. Alors, et c'est libre, hein, c'est l'exemple même de ce qu'on veut faire. Donc, la prise de parole est libre. Vous pouvez lever la main si vous maîtrisez la machine. Et que ça apparaît sur mon écran, parce que moi, je ne suis pas très compétent. Mais vous pouvez aussi prendre à l'envol. Donc, là, je ne vous vois pas tous. J'essaie de vous voir tous, mais
je pense que vous pouvez lever la main ou prendre la parole en direct. Il suffit que vous ouvrez votre micro. Et donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Qui souhaite... Ah voilà, c'est un peu sombre. Qui souhaite ouvrir le bal? Mais soyez pas... Vous êtes d'une timidité. C'est incroyable, ça. Allez-y. Allez-y. Ne vous faites pas désirer. Jean-Christophe Levasseur, je me lance. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis dans un endroit où ça ne capte pas forcément bien. Bonjour à tous et à toutes, merci pour l'invitation. Il y a un enjeu majeur là en ce moment, c'est la place de la culture dans les fonds européens et de la capacité à mobiliser ces fonds européens pour des projets culturels. Elle a été perdue lors de la précédente programmation. On sait que les priorités qui doivent être fixées sont négociées par les régions principalement. Il y a un livre blanc, il y a des courriers qui sont partis, il y a une mobilisation des acteurs culturels de pouvoir remettre la culture dans les projets européens et de garantir que parmi les dépenses éligibles, les dépenses artistiques seront éligibles, puisque c'est aussi ça un petit peu l'enjeu. On connaît les difficultés qu'ont pu rencontrer des festivals comme Next sur ce sujet. Donc ça, c'est un point sur lequel voilà, je pense qu'il y a une attente très forte pour voilà, si vous voulez réagir à cette question. Il y a eu un échange. Non, mais par exemple, c'était organisé avec le président Bertrand. On a eu l'occasion de rencontrer alors en visio, mais avec la Commission européenne au moment de la crise sanitaire. Et c'est vrai qu'on a eu un échange voilà, assez direct avec elle pour rappeler l'importance justement de ces crédits européens et comme quoi la région, en tout cas, se porter un interlocuteur direct pour défendre les intérêts et pour reprendre sa place dans la gestion de ces fonds européens. Mais Jean-Paul, je sais pas. On proposera probablement de l'inviter en région. Malheureusement, s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, ouais. C'est vrai que Maria Gabriel, elle a un double avantage, c'est que c'est une alliée. En plus, elle est très francophile, elle parle parfaitement français. Et elle voulait venir d'ailleurs dans les Hauts-de-France. Malheureusement, ça ne s'est pas fait à cause du contexte sanitaire, mais moi, j'adorerais qu'on puisse organiser ensemble un temps d'échange avec elle à la rentrée, dès le mois de septembre. Donc, une très grande qualité, c'est qu'elle a fait les mêmes études que j'ai pu faire à Bruges. Donc, on a quelques souvenirs communs. Mais trêve de plaisanterie, je pense qu'effectivement, il y a 3 niveaux d'intervention hein, sur la scène internationale et sur la scène européenne. D'abord, il y a les programmes culture qui, au travers du nouveau programme Europe Créative, restent, je trouve, encore insuffisants. Je dois le dire, on a beaucoup poussé avec les acteurs culturels de la région et avec nos représentants à Bruxelles et à Strasbourg, le fait qu'on puisse monter les crédits directement, c'est encore assez insuffisant, mais il y a certaines opérations sur lesquelles il faut qu'on puisse agir. Il y a notamment toute l'opération de Maria Gabriel, très portée aussi par Ursula von der Leyen sur le nouveau Bauhaus, qui est en fait vraiment une invitation à l'innovation et à la transdisciplinarité, où je pense que, grosso modo, ce sont les territoires qui vont s'organiser pour pouvoir répondre, qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc il faut que nous, en tant que collectivité, on soit dans ce dialogue-là, et merci de l'avoir initié, parce que je pense que effectivement, la proximité, notamment linguistique, avec Maria Gabriel, va beaucoup nous aider. La deuxième chose, c'est la question des programmes de coopération transfrontalière, les Interreg, sur lesquels il faut qu'on retrouve les moyens de remettre de la culture. Alors, quelquefois de manière peut-être détournée, c'est-à-dire aussi, on a un certain nombre d'opérations qu'on a pu mener sous le mandat précédent, par exemple sur la manière dont s'organisaient les festivals en transfert de
part et d'autre de la frontière, avec des modes d'organisation sur lesquels il y avait une marque environnementale qui était plus respectueuse. C'est aussi comme cela qu'on doit travailler, et on a la chance sur notre région d'être au cœur de 3 grands programmes Interreg, et donc ça c'est une force. Et il faut que toutes les thématiques de l'action régionale se retrouvent dans nos propositions. Puis la troisième chose, c'est ce qu'on a fait, ce sont des programmes bilatéraux. On a notamment créé une action de coopération bilatérale avec nos voisins flamands, qui fonctionne très bien, puisque tous les ans, ce sont une quinzaine de projets qui sont retenus et qui associent des équipes des Hauts-de-France et des équipes flamandes. Je pense que cette initiative, cette dynamique-là, il faudra la poursuivre, et notamment sur la question de la frontière britannique. Je pense que on peut comprendre qu'il y a une hésitation nationale sur la nouvelle relation à avoir avec le Royaume-Uni. Il y a des moments où il faut donner du poing sur la table pour que dans notre région, on ne pâtisse pas de cette hésitation. On pourrait parler de la pêche en particulier. Je pense qu'à l'échelle de notre région, on a vraiment intérêt à pouvoir travailler avec les acteurs culturels britanniques. Ils sont en train de devenir orphelins. La Manche est en train de devenir un mur pour eux, et quelque part, je crois que nous, on a une capacité, parce qu'on a la possibilité de créer nos programmes de coopération bilatérale, de recréer un lien, en tout cas de le maintenir. Vous nous avez peut-être perdu, mais je pense que vous nous entendez toujours. Voilà, donc nous avons changé d'angle. Non, sur ce sujet d'ailleurs, alors, sur mon ancienne casquette de président d'Arrêt Jardin Hauts-de-France, on avait travaillé pour construire un programme Interreg avec les Britanniques, et notamment avec la RHS, la grande organisation britannique. Malheureusement, ils n'ont pas voulu s'engager. Ils avaient peur de ne pas être suivis et que derrière, ils se retrouvent engagés sans avoir la possibilité d'avoir accès aux aides européennes. On a essayé de trouver d'autres partenaires, c'est ce qu'on n'a pas réussi. Et donc, hier soir, on faisait d'ailleurs une de ces permanences virtuelles avec Daniel Descas, qui à la région, suit beaucoup de tous ces dossiers Interreg et de fonds européens. On va essayer d'accentuer, de voir effectivement pour construire comment on peut avoir un meilleur accès. Et comme tu le disais, c'est vrai que les Britanniques, pour moi, c'est vraiment une tragédie. C'est vrai à l'échelle universitaire, c'est vrai à l'échelle culturelle. En termes touristiques, ce sont nos premiers clients, pas seulement dans les Hauts-de-France, mais pour toute la France, tout le tourisme. Tu es bien placé pour le savoir. Donc, on doit travailler, on doit inventer quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment envie, et je sais qu'on pourra le faire ensemble, mais de nous battre pour inventer une autre relation avec les bateaux. Alors, il y a des collectivités avec lesquelles on pourra peut-être travailler, avec lesquelles on a un historique. Je pense au Kent, je pense au Pays de Galles. Enfin, il y a des vieux partenariats qui existaient entre le Royaume-Uni et la région Nord-Pas-de-Calais et la région Picardie, parfois les deux en fonction des programmes. Il faut essayer de reconstruire ça. Et je pense que l'accès à ces financements est essentiel, et culturellement, d'un point de vue symbolique, c'est à nous d'être, je pense, les premiers à aller nous battre pour que ce soit pour le théâtre, pour tout sur la scène au sens large, pour arriver vraiment à travailler autrement avec les Britanniques. Nous avons, alors, voilà quelqu'un qui a poussé la porte. Bruno Humet. Bruno, merci de nous rejoindre. Bruno, puisque vous arrivez, vous allez vous présenter, puisqu'on est en ligne, on n'est pas seulement entre nous. Il y a beaucoup de gens qui sont connectés, qui nous suivent à distance. Donc, si vous voulez bien nous dire quelques mots sur la raison qui vous a poussé à pousser la porte. Voilà, donc je suis Bruno Humet et je suis directeur de l'École supérieure musique et danse des Hauts-de-France. J'ai aussi été directeur de conservatoire avec mon part l'enseignement artistique, je pense notamment. C'est un sujet évidemment qui me préoccupe. C'est un sujet qui a été un peu toute ma carrière et qui continue de l'être. Très bien. Et donc aujourd'hui, parce que moi je suis novice, et donc en l'occurrence par exemple, les financements, une école de ce type-là aujourd'hui, qui intervient? Alors c'est l'État, c'est l'État, mais c'est aussi la région. Aussi la région. C'est aussi la région qui intervient depuis 2016.
puisqu'on avait sollicité la région pour pouvoir ouvrir de nouveaux départements, notamment sur les musiques actuelles. Je pense que c'est un enjeu qui est important sur cette région. Et quand on parle d'enseignement artistique, je pense qu'il faut aussi qu'on parle des nouvelles pratiques, des nouveaux usages. Et c'est un chantier qui me paraît extrêmement important. Très bien. Donc, on va prendre une autre question. Voilà, ça va être une conversation, ça peut s'adresser à n'importe qui autour de la table. Donc, je vous en prie. Peut-être le temps que quelqu'un se Oui. connecte. Moi, je pense qu'effectivement, le travail qui a été mené à l'échelle de ce mandat sur l'enseignement artistique et culturel, ça a été très, très fort. On ne l'a peut-être pas assez dit, mais on a vraiment changé les choses avec notamment un outil qui s'appelle le PEPS, les parcours d'éducation de pratique, qui ont permis que chaque année, on touche 40 000 jeunes dans notre région. Ce sont des artistes qui vont dans des établissements scolaires, dans des centres de formation apprentissage. Ce sont aussi des établissements qui vont dans les lieux culturels, ça dans les deux sens. Et c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment structuré, c'est-à-dire qu'il y a un parcours, on se voit plusieurs fois. C'est pas je vais écouter un concert et puis je rentre à la maison. Il y a vraiment une préparation, il y a le moment et puis il y a aussi ce qu'on en fait après. Après, je pense que l'éducation artistique et culturelle, et Bruno y a consacré sa vie, c'est un peu le socle sur lequel on peut fonder ensuite le reste des éléments de la politique culturelle. Il n'y a pas de politique culturelle si on n'intervient pas sur ce champ de l'éducation artistique et culturelle. Et il faut le faire à plein de niveaux différents parce qu'il y a des pratiques très diversifiées. Il faut qu'on les entende. Il y a des volontés aussi de s'inscrire dans des parcours de manière très différente. Il y a des gens pour qui c'est un loisir. Il y a des gens qui vont en faire un métier. Il y a des gens qui vont en faire un loisir, mais très poussé. Et tout ça, il faut que aussi, nous, en tant que région, on puisse l'entendre, accompagner et puis renforcer aussi la présence territoriale de cette éducation artistique et culturelle. Et ça, c'est un enjeu, moi, qui me semble absolument fondamental. Effectivement, c'est un enjeu fondamental, tu l'as dit, François, je crois que je ne le dirai jamais suffisamment. Et c'est un peu un enjeu qui doit être partagé. C'est un enjeu qui doit être partagé, c'est évidemment, François vient d'en parler, c'est de la présence artistique, mais c'est aussi quand on parle des conservatoires, je dis toujours, ce sont finalement les premiers acteurs culturels de territoire, souvent. Et donc, il est important qu'au niveau des missions de ces conservatoires, les choses soient bien dites, soient bien claires, parce qu'on a encore souvent des représentations un peu du siècle dernier, même du siècle d'avant. C'est certes de l'enseignement spécialisé, mais pas que. Ce sont dans certains petits bourgs où il y a un conservatoire, une école de musique, c'est souvent l'un des premiers lieux culturels. Et il faut le penser comme tel, me semble-t-il. Il faut le penser comme tel, avec notamment aussi un sujet qui est très important, ce sont les entrées différenciées. Je crois qu'on peut aller dans une école de musique, on devrait pouvoir aller dans une école de musique. J'ai l'habitude de dire 10 heures, 10 jours ou 10 ans, sachant que 10 ans, en gros, c'est le cursus traditionnel pour ceux qui ont cette appétence-là et qui ont cette abnégation pour pouvoir le suivre. Mais néanmoins, ça doit être des lieux ressources. Et je parlais tout à l'heure de nouvelles pratiques. C'est là où il y a un gros travail qui est encore à faire. Les conservatoires doivent être en capacité d'accueillir des groupes, par exemple, qui veulent réaliser un projet artistique, un projet culturel, et de les accompagner. Et tout ce côté médiation, tout ce côté éducation artistique et culturelle, c'est aussi le travail que doivent faire les conservatoires hors les murs. C'est un lieu, mais c'est un lieu qui doit rayonner sur un territoire. Et il faut absolument, et quand on parle de maillage territorial, c'est un peu ça finalement. C'est vrai que l'éducation artistique et culturelle, c'est beaucoup de dispositifs. En région, on a des MOS notamment, c'est l'un des dispositifs, mais pas le seul. Mais c'est aussi finalement de se poser la question de comment faire pour que le plus grand nombre puisse approcher l'artiste et son œuvre, en résumé. C'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet sur lequel moi j'ai beaucoup travaillé, sur lequel je fais travailler beaucoup mes étudiants, qui sont des professeurs. Sur lequel vous avez continué à beaucoup travailler. Pardon ? On compte sur vous. Oui. Et je crois que c'est vraiment la pierre angulaire de la politique culturelle. Il faut être en capacité de pouvoir amener, quand on parle de démocratisation,
Certes, ça peut être sur des questions de tarification, etc., mais pas que. C'est vraiment toutes ces questions de médiation, toutes ces questions d'aller chercher les publics, de construire des nouveaux publics. Et juste pour rebondir sur ce que disait François sur les PEPS, c'est vrai qu'on avait ce système de PEPS dans les murs, donc un parcours qui a été effectué au sein de l'établissement, des lycées ou des centres de formation, mais on a fait un PEPS hors les murs. Et là, c'est vrai qu'on voit tout de suite que la résonance n'est pas du tout la même. PEPS dans les murs, comme tu disais, François, c'est plus de 40 000 élèves qu'on a pu toucher. Hors les murs, on est à plus de 190 000 personnes touchées, sensibilisées à la culture. Donc ça, c'est vrai que c'est des outils qu'on a adaptés. Il a fallu des fois aussi de se repositionner. Et puis, on a vu aussi que pendant la crise sanitaire, ces dispositifs étaient très intéressants puisque c'était encore au sein des établissements scolaires où on pouvait encore faire de la culture. Donc, en tout cas, faire cette rencontre entre l'artiste et ces jeunes. Et on a vu que le dispositif PEP, c'était vraiment quelque chose de très intéressant hors crise sanitaire et encore plus pendant la crise sanitaire. On a pu garder ce lien. Alors, une petite question en ligne. J'essaie de regarder un peu en disant, qu'est-ce qu'il y a un micro ouvert? Il y a Bonjour. Yuval Rosman qui a un micro ouvert. Bonjour, oui. Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour, désolé, peut-être il y a un peu de bruit derrière moi parce que juste c'est le temps de balance et on prépare ce soir on joue, donc je suis dans le lieu. Non mais c'est la vie, on est en live tous. Okay. C'est la vie réelle. Donc, je me présente juste en 2 mots avant ma question. Donc, je m'appelle Yuval, je suis auteur et metteur en scène. Et je ne suis pas français, je suis israélien et en France depuis 8 ans. Et moi, je voulais poser la question concernant en fait la fragilité des jeunes compagnies. Et je vais parler plus précisément de ma situation. Donc, nous, l'année dernière, on a eu le prix Impatience. Si vous ne savez pas, donc c'est le festival Impatience qui a été fondé par Olivier Py et qui est porté par le Festival d'Avignon, le 104 à Paris et Télérama. Et voilà, je suis soutenu depuis mon arrivée en France par le Phénix et aussi par la Maison de la Culture de Amiens et le Théâtre du Nord. Ma compagnie fait beaucoup d'actions sur le terrain, un grand projet à l'hôpital de Valenciennes pendant 1 an avec les migrants à Amiens et aussi 2 fois, je menais le projet PEPS pendant quelques mois. Et voilà, et aussi j'ai une commande pour écrire une pièce et mettre en scène à la Comédie Française en 2023. Mais quand même, malgré tous ces beaux projets et qu'on tourne pas mal en France et dans le Hauts-de-France, il y a un problème sur le conventionnement en fait, de ma compagnie. C'est une jeune compagnie et chaque fois, on n'est pas dans les critères, on n'est pas dans les bonnes critères. Et voilà, si je veux passer une période d'écrire ce que j'ai besoin de faire pour mettre en scène mes pièces, et on a du mal à trouver des aides seulement pour l'écriture, pour les auteurs dans la région. Donc, bien sûr, ma compagnie est basée dans le Hauts-de-France et voilà. Et puis même, ma compagnie ne peut pas exister sans payer la production, le bureau de production. Donc, sur tout ça et sur toute la partie qui n'est pas vraiment prix des ventes et vendre les spectacles sur le quotidien de la compagnie, payer les salariés. Avec ça, on a du mal. Donc, je voulais juste lever la question sur les critères, sur le conventionnement pour les jeunes compagnies et cette difficulté. Est-ce que vous envisagez à changer ou évaluer ces critères? Voilà. Désolé si j'ai des fautes en français, mais voilà, c'est ça ma question. J'espère que c'est clair. Merci. Sur les jeunes compagnies, François? D'abord, une réponse globale, c'est que l'ensemble des outils, l'ensemble des dispositifs, on va les passer en revue dans les semaines, les mois qui viennent, et on ne va pas les faire uniquement entre nous, au sein du conseil régional, mais on va les faire avec les acteurs culturels. Donc, évidemment, les témoignages de la pratique de ces dispositifs, ça va être extrêmement précieux pour qu'on puisse ajuster les choses. Et ça vaut, j'allais dire, pour l'ensemble des dispositifs.
La deuxième chose que je voulais dire, c'est que précisément, je pense que pour les jeunes artistes, les jeunes compagnies, les jeunes structures, on va avoir, je pense, une attention encore plus forte. Parce que ce qui vient de se passer depuis 1 an et demi, c'est de nature à un moment casser un élan. Et on ne veut surtout pas cela. Donc, il faudra que dans notre manière de pouvoir préparer la partie culture du plan de relance, hein, le président candidat l'a dit encore dernièrement, on aura au mois de septembre un rendez-vous pour un nouveau plan de relance. Il y a déjà eu un plan de relance très fort qui a beaucoup accompagné de très nombreux projets sur le territoire de la région. Et le souhait du président, c'est qu'au mois de septembre, on ait une deuxième étape de ce plan de relance. Je pense que notamment la culture, il l'a dit encore la semaine dernière avec Anne, et toi, nous avions cet échange avec le CRAC, aura sa partie importante. Et donc, je pense que notamment tout ce qui est jeunes structures, y compris les jeunes compagnies, il va falloir qu'on soit particulièrement attentif. Donc, je donne simplement, je pense, avec Anne, avec Jean-Paul, un rendez-vous pour très prochainement pour qu'on puisse être le plus opérationnel possible. Alors, je vais aller à la pêche au micro. Et la pêche au micro, c'est une discipline olympique. Il y a l'euro de la pêche au micro. Oui. Est-ce que, ou alors vous levez la main, ou alors vous prenez la parole. Interpellez-nous. Non, mais vraiment, je ne sais pas. Ah, non, je vois que Gilbert Fillinger, sur son iPhone, il a un micro. Oui, alors ne soyez pas surpris si vous entendez des bruits derrière, j'ai des travaux dans mon immeuble. Donc, non, je voulais revenir un peu, Jean-Paul, à ce que tu disais sur l'Interreg. L'Angleterre, dans l'état actuel des choses, le Royaume-Uni a disparu dans nos capacités et possibilités de travail. Mais est-ce qu'il y a des pistes actuellement ou alors absolument rien n'a commencé à être discuté sur cette disparition qui empêche quand même, même si la culture n'était pas la priorité, on pouvait quand même arriver à faire des choses. Et l'état actuel des choses, c'est qu'il n'y a plus de Royaume-Uni. Écoute, malheureusement, là, François en dira un mot aussi, je pense. Malheureusement, la relation diplomatique aujourd'hui est très complexe. Je sais d'ailleurs que Catherine Colonna aujourd'hui est à Oxford, mais en dépit d'actions symboliques qui peuvent être menées, il y a des dossiers très lourds malheureusement aujourd'hui qui font l'objet de conflits entre nos deux gouvernements. Et la priorité aujourd'hui, c'est probablement de voir comment on peut arriver à voyager. Parce que de toute façon, aujourd'hui, je pense que malheureusement, pour une compagnie, quelle qu'elle soit, les contraintes sanitaires font que c'est impossible. Entre la quarantaine, les tests, etc., rien que le coût pour une compagnie, donc c'est de venir faire des repérages, ou ça rend tout impossible. Donc, je pense que le préalable, de toute façon, ce sera effectivement les conditions sanitaires. Et aujourd'hui, elles ne sont même pas réunies pour le tourisme. Donc, j'espère que ça, au moins sur ce terrain, on va arriver à avancer. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui, par exemple, des États-Unis, il est plus facile de venir des États-Unis. Et François, qui suit ces dossiers, qui les a suivis dans ses fonctions précédentes de très près, peut-être d'ailleurs en dire un mot, mais. Je pense que on a tous entendu là, le cri d'inquiétude, j'allais dire même de colère, de la part des artistes britanniques, là, il y a quelques jours à peine, parce qu'on commence à voir très clairement que la circulation des artistes britanniques sur l'Union européenne va devenir très compliquée désormais. Et donc, ce sont des économies de tournées qui ne pourront plus se faire de la même manière. Tout ceci commence à apparaître très clairement et c'est un pan entier de l'économie britannique qui va être touché directement. Et alors, nous, je pense qu'il faut qu'on puisse à un moment échanger directement avec les acteurs culturels britanniques qui ont été, dans leur vaste majorité, totalement désespérés du Brexit, de ce vote. Aujourd'hui, ils en sont quelque part les victimes. Et je pense que au-delà du travail qui va être mené entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur
nouvelle architecture de relations qui est compliquée à mettre en place parce qu'il ne s'agit pas non plus de recréer complètement des dispositifs en dehors de l'Union européenne une fois qu'un de ses membres a décidé d'en sortir. Sinon, à quoi bon être membre? Après, il y a aussi la relation entre les deux États, mais je pense qu'on doit se poser la question de la relation entre notre région et notre voisin d'en face. Et ça, ce n'est pas la même chose. Ça peut être différent et on peut avoir une responsabilité. Pour dire les choses, je pense qu'il y a bien des sujets sur lesquels, parce qu'il y a eu cet effort fait sur la culture pendant 5 ans, à la fois en termes financiers, à la fois en termes de visibilité, d'intensité du travail réalisé, je pense que notre collectivité a acquis une vraie légitimité et une force d'entraînement. C'est vrai sur le territoire de la région, avec le dialogue qu'on évoquait avec Alexandre tout à l'heure, avec les départements, avec les communes. Et je pense que ça peut être aussi le cas dans notre voisinage européen. On peut initier des démarches parce qu'on a fait des choses ensemble depuis 5 ans. Moi j'aimerais beaucoup, enfin, dans le cadre la poursuite un peu de ce qu'on a essayé d'engager avec Rail Jardin il y a quelques années, avec les Britanniques. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on puisse accueillir, au moins peut-être pour un dialogue, des Britanniques un peu en semi-exil. Je ne sais pas de quelle manière, mais moi, c'est un chantier que j'aimerais bien ouvrir. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des compagnies aujourd'hui avec lesquelles on avait l'habitude de travailler en Europe, qui malheureusement, effectivement, elles sont peut-être un peu cloisonnées dans leur île. Je ne sais pas, mais s'il y a des suggestions et des initiatives, en tout cas, moi, je serais vraiment heureux, moi qui suis très anglophile, j'aimerais beaucoup qu'on puisse effectivement, en tout cas, en débattre et voir si on peut construire quelque chose. Alors, d'autres interventions? Ah, Laurent Tréano allume son micro. Laurent. Oui, bonjour. Si j'interviens aujourd'hui, et merci pour cette invitation, mais dans le contexte qui est encore électoral, c'est vraiment pour insister sur un enjeu qui me paraît très important et qui a été fortement développé dans les dernières années, mais dont je sens combien et dont on sent combien à Amiens et dans le sud de la région, c'est quelque chose d'important. C'est cette question de dynamique régionale et de maillage et dont on voit combien, et je pense que les différents acteurs culturels qui sont qui sont là présents aujourd'hui le perçoivent, et sans doute s'ils sont là, c'est aussi pour ça, c'est que ça va être un enjeu dans les années à venir très important, que cette dynamique et ce maillage qui n'est pas seulement un maillage et une dynamique d'équilibre géographique, mais vraiment une façon de travailler à la fois entre les territoires et peut-être aussi entre les disciplines et les différents types d'acteurs. Ce matin, on était avec Jean-Christophe Levasseur au FRAC à Dunkerque. On est revenu d'Ardard pour pouvoir se connecter. Mais on a là véritablement l'exemple de comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a des cohésions nouvelles qui se créent parce que les acteurs se parlent et que tout ce que la région fera pour l'encourager, et on a vu combien ça a été le cas dans les dernières années, sera important. Mais c'est vrai aussi dans la période dans laquelle on vient, de la façon dont on va pouvoir allier vraiment le soutien à la création artistique et aux compagnies de la région et aux artistes. On a autour aujourd'hui, là, Yuval a parlé de la situation des compagnies de spectacles vivants, mais on voit combien la situation des artistes-auteurs est un enjeu important. Donc, en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la création et puis toute la façon dont cette création va rentrer en relation avec des habitants qui sont encore pour beaucoup très éloignés de l'offre culturelle et je dirais même, de par la période qu'on vient de traverser, le sont encore plus. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on redouble d'activités, de façon de faire dans les années qui viennent pour pouvoir aller à la rencontre de ceux qui ne sont même pas encore des publics, mais avec qui on devrait pouvoir travailler davantage. Et c'est pour ça que je pense que dans les années qui viennent et pour le prochain mandat, pour l'équipe qui sera aux affaires, cette question de comment mieux relier encore
les grands lieux avec les petites structures, le travail des compagnies, l'action sur le terrain, la relation avec les travailleurs sociaux, avec tous ceux qui sont dans la formation, tout l'enseignement, va être quelque chose de très important. On a vu souvent que certains avaient tendance un peu à opposer les structures labellisées, les compagnies, les différents lieux de diffusion, et qu'au contraire, tout ce que la région fera pour nouer davantage ces liens et faire en sorte que cette dynamique régionale, où là, pour le coup, si on parle de territoire, moi, je vois la dynamique qui s'est développée sur le sud de la région, sur Amiens, bien sûr, mais qui pourrait se développer encore davantage si peut-être on avait des dispositifs qui nous poussaient à le faire encore plus entre différents acteurs. C'est vraiment quelque chose d'essentiel si on veut en tout cas que la culture, l'offre culturelle s'adresse à tout le monde et pas simplement à ceux qui, en tout cas, à partir d'aujourd'hui et encore plus en septembre, vont être ceux qui vont revenir, mais qui sont ceux qui connaissent déjà les modes d'emploi, et d'où l'enjeu vraiment d'aller s'adresser à tous ceux qui l'ont perdu ou à tous ceux auprès de qui il va falloir qu'on aille encore davantage, parce que de toute façon, on le sait, l'action culturelle, le travail de terrain, c'est un travail qui doit se mener tous les jours davantage, avec toujours la conviction au corps que ça n'est jamais gagné et que c'est évidemment un enjeu pour la société dans laquelle on veut vivre demain. Donc, et la région, évidemment, a toute sa place pour jouer ce rôle et peut-être nous renforcer encore dans cette volonté de maillage que je sais forte, ne serait-ce que pour voir les différentes personnes qui sont autour de cette visioconférence aujourd'hui. Merci Laurent. Alors, on a la chance d'avoir un certain Xavier qui vient de pousser la porte de la permanence virtuelle et qui accepte même de se joindre à nous. Donc, c'est à la bonne franquette. On est là, on démarre avec les moyens du bord. On a commencé à faire un petit tour de piste. Fais pas comme si j'étais pas au courant, on m'avait envoyé un compte rendu depuis le début de la réunion. C'est pour ceux qui prennent la conversation en cours. D'accord. Donc, alors, est-ce qu'il y a un courageux qui veut prendre la parole? Et alors, il est toujours à portée d'engueulade, vous pouvez même l'engueuler si vous voulez. Hein. N'hésitez pas. La campagne. Est-ce que je peux Je suis pas des Hauts-de-France. Je peux ou pas? Pardon? Est-ce que je peux prendre la parole? Mais bien sûr, madame. Annick Loridan. Je suis pas des Hauts-de-France, mais je suis exactement tout ce qui se fait dans les Hauts-de-France parce que je suis très intéressée sur la problématique de la culture. Parce qu'en fait, je peux dire que je me sers de la culture et je trouve que dans les mois qui vont venir, je dirais même les années à venir, il y aura de moins en moins d'argent des collectivités locales et voilà ce que moi je mets en place dans les Pays de la Loire et j'en discuterai bien volontiers avec vous. C'est le fait d'aller prendre les petites structures, comme disait ceci bien le monsieur, de se joindre à de grandes structures, d'aller faire des spectacles, d'aller proposer des événements, tout cela avec le partenariat des entreprises. Les entreprises ayant maintenant beaucoup moins d'argent, elles aussi, pour créer de l'événementiel, ce qui fait qu'on crée de l'événementiel au profit d'associations caritatives ou pas, mais des associations importantes qui, elles aussi, souffrent de ne pas avoir de subvention. Ce qui veut dire qu'en créant cette synergie, on a la possibilité de toucher un public qui ne viendrait pas voir des spectacles, mais qui viennent parce que c'est au profit d'associations. Et on peut faire rencontrer des petites structures qui se mettent avec des grandes pour pouvoir apporter au public un spectacle merveilleux. Et j'ai une question par contre à ce sujet, parce que je me retrouve souvent avec la difficulté, c'est que les petites structures événementielles ou spectacles, théâtre ou quoi que ce soit, n'ont pas dans leur convention la défiscalisation. Et au vu à l'heure actuelle des années à venir où on va pouvoir maintenant, on pourra dire, réunir tout ce petit monde, et ce petit monde, on l'a vu, il s'est réuni au moment de la Covid parce qu'il y a eu une grande solidarité, eh bien, je pense que ça serait assez à réfléchir d'aller systématiquement proposer à ces structures d'aller mettre, alors il y en a qui l'ont, hein, bien évidemment, mais beaucoup ne l'ont pas, parce qu'en fait, en apportant un spectacle clé en main, je dis bien en réunissant tout le monde,
le seul frein qu'il y a pour moi, les sponsors, mais c'est partout, hein, parce que j'ai des collègues qui le font ailleurs, ça c'est que les entreprises ne peuvent pas défiscaliser. Voilà, c'était juste ce que je voulais ajouter au débat. Merci Annick. De toute façon, alors, on prend toutes les suggestions. Il n'y a pas de frontière à la limite de Hauts-de-France. Donc, même effectivement des régions éloignées, on le doit s'exprimer aujourd'hui, et même à l'étranger. Donc, merci Annick. Donc, sur l'idée de la défiscalisation, est-ce que, François, qu'est-ce que tu en penses? Il y avait à la fois la question de la défiscalisation, mais il y avait la question du lien entre grandes structures et petites structures. Et donc, on voit bien que dans notre approche territoriale pour le prochain mandat, on a besoin de rassembler les acteurs par bassin de vie, je le disais tout à l'heure, pour qu'on puisse organiser cette relation. Cette relation, elle existe souvent, mais on sent bien qu'il y a des marges de progrès. Laurent Dréano, il y a quelques instants, l'a dit, il y a beaucoup de la dynamique culturelle qu'on a eue sur le sud de la région qui vient de ce fait que les gens se sont rencontrés, se sont parlé. La dynamique du CRAC, elle a été extrêmement profitable pour ça, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse développer les circulation des artistes, circulation des publics. Et donc, je pense que c'est ce qu'Annick dit pour sa région, c'est ce qu'on a essayé de faire et je pense que c'est ce qu'on a envie de prolonger, qu'après le Covid, on a encore plus envie de le faire parce qu'on sent bien qu'on a besoin d'infuser beaucoup plus pour être peut-être dans une offre culturelle qui soit capable d'aller encore plus près de chez les gens. Si je peux juste ajouter par rapport effectivement à ce lien entre les petites et grandes structures, ici sur Arras, même dans une ville comme Arras où on a par exemple ici une scène nationale et une salle de musique actuelle qui s'appelle le Pharos, qui est d'ailleurs aussi accompagnée par la région, on est en train de travailler justement entre la scène nationale et le Pharos sur finalement un accompagnement commun de compagnies entre guillemets en démarrage, en devenir, qui pourraient en fait venir travailler des projets artistiques dans un premier temps au Pharos, c'est-à-dire des projets voilà peut-être plus modestes, mais en dénichant finalement grâce évidemment au directeur de la scène nationale et au directeur artistique du Pharos, des compagnies à fort potentiel finalement de définir un parcours d'accompagnement, c'est-à-dire que ces compagnies, elles vont être accompagnées tout au long d'un parcours et c'est-à-dire qu'il y a une collaboration dès le départ entre une petite salle de spectacle au démarrage et qui va ensuite partir sur des travaux de résidence ici sur la scène nationale et ensuite qui pourront derrière déboucher sur des spectacles au travers de la région ou en dehors. Donc, je pense qu'effectivement, la collaboration. Como dizer sobre o que eles estão falando ali? Eles estão falando sobre. Et ça participe aussi pour le coup au maillage territorial. Merci. Alors, je vois une main qui se lève. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes Anne? Oui, je suis Anne de la compagnie Hôtel et par rapport à tout ce qui vient de se dire, nous, on est en résidence longue de territoire, les résidences de 3 ans avec la région Hauts-de-France sur l'Avesnois et la ville de Lequesnois et rayonnement local. Et par rapport à tout ce qui vient d'être dit, entre les grosses structures et les petites structures, nous, par exemple, hier, on était au Phénix de Valenciennes, mais avant-hier, on était au centre socio-culturel de Fourmies. Demain, on joue chez un habitant dans la forêt de Loquignol. Donc, cette résidence de territoire qu'on a commencé il y a 1 an et demi, nous permet vraiment de mailler, mais dans la dentelle. Alors, sur le sud du territoire, nous, vraiment, on doit travailler, c'est à faire venir vivre des artistes ici. Parce que nous, on vit ici, mais c'est vrai que ça serait bien qu'il y en ait encore plus. Parce que pour faire ce travail, on est hyper sollicité pour aller un peu partout. Et nous, justement, après le premier confinement, pour pas briser le lien, on a réalisé un film avec des gens au RSA qui, pour la plupart, n'ont pas accès à la culture. On est allé dans les bois faire un film avec eux sur ce qu'ils avaient ressenti pendant ce premier confinement. Donc voilà, nous, c'est plus, on n'a pas beaucoup de questions, mais on est plus là en tant que témoin du maillage dans l'Avesnois avec la mairie de Lequesnois, la communauté de communes du Pays de Mormal. Voilà, on fait aussi des spectacles chez l'habitant.
Voilà, si tu veux. Moi, j'en profite, vous voyez. Alors, d'une part, c'est un territoire que j'aime beaucoup, auquel je suis très attaché. Alors, en plus, au Quénois, il y a des jardins merveilleux qu'on a fait avec Harry Jardin, les Néo-Zélandais. Voilà. Donc, il y a des choses, je suis sûr qu'on pourrait faire dans les jardins. Là, Oui, on là, fait. avec le maillage de tous les jardins, et je profite du fait que Gilbert est aussi en ligne, c'est vrai que faire vivre un peu les itinéraires culturels et touristiques autour des jardins, on le fait beaucoup aux Optianages pendant le festival, mais c'est vrai que faire quelque chose autour des jardins de la paix, sur la thématique de la paix, moi, je trouvais ça superbe. Et comme vous êtes là-bas, eh ben, j'attends vos suggestions, hein, vraiment. Figurez-vous qu'on a fait quelque chose l'année dernière avec Jardin en Seine, mais on a travaillé avec une association locale qui ramasse les déchets dans les remparts. On est allé les filmer et on a créé un spectacle qui s'appelle Comme un écho, un spectacle théâtre, musique, vidéo, avec cette association qui travaille dans les remparts. Et ce spectacle, on va le rejouer cet été dans les remparts de Le Quesnoy. Et il y a aussi un projet de travailler avec des collégiens autour de ce spectacle dans un collège ici à Poix-du-Nord. Donc il y a ce travail sur les jardins, on l'a commencé, mais par le biais d'une association qui nettoie les remparts et qu'on a suivi. Voilà. Très bien, on viendra. 23 juillet. Alors, d'autres interventions, je vois. Ah, c'est Gilbert. Oui, mais c'est juste pour répondre à la dame de tout à l'heure. Une association, si elle est bien montée, si elle est bien ficelée, il n'y a aucun problème de défiscalisation. Je pense que je suis juste là-dessus, mais simplement, il faut que ce soit une association déclarée et qui ait demande de fait en préfecture. Et il n'y a aucun problème, aucun souci. La défiscalisation pour n'importe quelle entreprise est tout à fait possible. Voilà, c'était une réponse à une question qui n'a pas été répondue. Alors, d'autres micros. Alors, si vous voulez discuter avec Xavier, c'est le moment. À partir de minuit, ils ne peuvent plus parler. Ils ne vont pas recommencer les questions qu'ils ont posées, les pauvres. Mais non, mais il y en avait d'autres. Hein, tout le monde n'est pas intervenu. Alors. Bon, Je ne veux pas forcer tout le monde. Non, je vais juste passer un message. Dans les 5 ans qui viennent de s'écouler, disons les choses très clairement, nous avons aussi incarné le soutien à la culture et en préservant en permanence liberté d'expression, liberté de création. Quand nous avons été élus, il y avait une forme de scepticisme au départ, en disant Bertrand, son équipe, Bertrand surtout, il ne s'est jamais singularisé par être un homme de culture. Qu'est-ce que tout ceci va nous réserver? Surtout qu'en plus, la région Nord-Pas-de-Calais, la région Picardie, la région Nord-Pas-de-Calais, beaucoup été marquée par un fort ancrage culturel et des figures politiques qui étaient très attachées à la culture. J'ai eu la chance, pendant la campagne de la fois dernière, d'avoir des acteurs culturels qui ont décidé de s'engager aussi en me donnant des conseils, en me donnant leur regard, en me donnant leur vision. Ça a été des acteurs culturels de la Picardie, du Nord-Pas-de-Calais, et je leur ai fait confiance. Et ils m'ont montré qu'au final, de dire qu'on maintiendrait le budget de la culture, c'était bien, surtout à un moment où on commençait à voir le recul de certains financements, mais que ça ne suffisait pas, et qu'il y avait tout loisir, surtout avec cette nouvelle région, d'avoir une autre ambition culturelle. Ça a été la raison pour laquelle nous sommes fixés comme objectif, comme obligation, d'augmenter le budget culture et de façon très importante. C'est quand même pas difficile, vos fauteuils comme ça pour parler. Ça fait entre conversation et expression, c'est pas très simple. Pour pouvoir dire très clairement que nous augmenterions le budget de près de 60%. Nous avons été au-delà. Ce qui a permis de montrer qu'il y avait les déclarations et il y avait les actes. Ce qui nous a permis à la fois de maintenir des financements, d'en augmenter certains et de réaliser aussi un nombre de nouvelles opérations, certaines emblématiques, d'autres certainement moins, mais qui ont renforcé la dimension culturelle de la région. Tout ça pendant un peu plus de 5 ans et pour être tout à fait honnête, pendant moins de 5 ans. Parce que depuis maintenant 16 mois, nous gérons toutes et tous la période du Covid.
Dans les 6 ans qui sont devant nous, qu'est-ce que l'on va faire différent? D'une part, maintenir notre effort culturel, même si le budget n'augmentera pas à nouveau de 60%, même si aujourd'hui j'ai conscience que la dépense culturelle par habitant est la plus importante des régions, je pense qu'il faut prolonger cette ambition culturelle et qu'il faut surtout pouvoir lui donner une dimension qu'on s'était fixée dans nos objectifs auparavant, c'est-à-dire la création, la diffusion. On avait aussi l'exportation, mais la question de la création, c'est la question des auteurs. Vous avez insisté dessus. J'ai eu l'occasion d'en parler dernièrement avec des acteurs culturels à Dunkerque, aussi avec le CRAC. J'ai conscience aujourd'hui que si la région n'est pas l'État, la région a aussi une responsabilité en la matière. J'ai pu voir que pendant cette crise du Covid, où j'avais des craintes sur la création, parce que si la création était en berne, ça voudrait donc dire qu'on a devant nous un hiver culturel. Il n'en est rien. Il y a toujours eu cette vitalité. Mais il faut faire attention à ce que dans la période de sortie du Covid, on n'ait pas en quelque sorte de difficultés devant nous. Donc, je pense qu'on a, par tous les moyens, à continuer à entretenir, à favoriser la création. D'autre part, vous avez parlé des résidences. Je pense que les résidences doivent continuer à être encouragées, donc ça veut dire soutenues financièrement également par la région, mais également développer davantage de résidences, vous l'avez dit, madame, sur la baignoire, mais également dans nos territoires ruraux, semi-ruraux. Je pense que c'est très important. Et puis, il faut encourager la diffusion par tous les moyens, certainement à partir de têtes de pont, j'ai pas dit tête de réseau, de têtes de pont, mais vraiment se fixer cet objectif, parce que, encore une fois, nous voyons bien que cet éternel enjeu reste d'actualité, surtout si en plus, je l'assume totalement, la culture est une façon de sortir de l'isolement, parfois de sortir la méconnaissance, sortir de l'indifférence, puis sortir de la colère, disons les choses aussi très clairement. Donc, est-ce qu'il y aura encore des grands projets majeurs qui peuvent voir le jour, qui mobiliseront des financements importants dans les années qui viennent? La réponse est oui. La réponse est oui. Je pense notamment que nous avons un pôle à faire net, mais un pôle très fort, notamment sur Amiens, à partir d'Amiens, sur la bande dessinée. Je suis persuadé qu'il y a là le potentiel, il y a un lieu. Alors, je me dois aussi convaincre certainement de faire bouger les élus d'Amiens. La région est prête à apporter un investissement significatif, majeur là-dessus, parce que je sais que sur ce pôle bande dessinée, ce ne serait pas un pôle amiénois, ce ne serait pas un pôle pour la Somme, ce serait un pôle qui rayonnerait sur l'ensemble de la région. On a le potentiel, on a les acteurs. Là, je pense que nous avons quelque chose justement à faire et à mettre en place. Nous pourrons avoir aussi peut-être 1 ou 2 autres projets, mais je pense que le moment est venu d'encourager vraiment un certain nombre d'acteurs. Et pour ça, il faut peut-être aussi qu'on change notre fusil d'épaule. On a à la fois les conventionnements, c'est vrai, conventionnements, les fameuses conventions pluriannuelles d'objectifs, où on va voir quelle est la bonne durée pour donner la visibilité. Mais il faut aussi qu'on pense à ceux qui n'ont pas accès aujourd'hui à ces conventionnements-là, à ces CPO. Et l'idée, développée avec le CRAC, c'est de pouvoir peut-être mettre en place des sortes de conventions, pardonnez-moi, light, beaucoup plus faciles, qui permettent d'accéder à une visibilité sur des financements, voire des financements pluriannuels, et qui permettraient d'avoir un certain nombre de troupes au nom de l'émergence, de compagnies, d'associations, qui n'aient pas besoin d'avoir acquis un certain statut, parce que c'est compliqué de l'acquérir par soi-même, et qui pourraient être accompagnés par la région avec une vraie visibilité. D'autre part, j'ai aussi compris que quand nous lancions des appels à projets ou autres, tout ça c'était bien, mais qu'il faudrait peut-être aussi envisager une autre voie, qui est le droit à l'expérimentation, de permettre justement de nouvelles initiatives sans passer par la lourdeur de quelque chose de descendant quand même, l'appel à projet, l'appel à manifestation d'intérêt l'est, et d'avoir quelque chose comment dirais-je, qui parte davantage du terrain. Et donc, je suis tout à fait prêt à aller vers ce droit à l'expérimentation, de façon à pouvoir financer également des nouveaux projets. Qu'autrement, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, avec notre fonctionnement, c'est parfois difficile de leur donner toute leur place. Voilà quelques-unes des pistes que nous avons. Je sais pertinemment que ces projets nous demanderont certainement de nouveaux financements, mais force est de reconnaître que ce ne sont pas ces financements-là qui vont nous empêcher de faire. Ce ne sont pas ces projets-là qui vont nous empêcher de faire, mais je pense que ça va nous permettre à la fois d'avoir une couverture géographique différente et puis peut-être également de voir sur un certain nombre de disciplines comment nous renforçons l'attractivité et la présence de la région. J'ai 2-3 choses aussi.
Ce que nous pouvons faire peut-être au niveau régional, et puis il y a aussi tout un aspect qui relève du niveau national. Je pense que l'enjeu des années à venir, c'est la question de la présence de l'éducation culturelle et artistique à l'école, dès l'école. Je ne vais pas rentrer dans des débats polémiques aujourd'hui, mais la question c'est, est-ce que nos jeunes sont des consommateurs culturels ou est-ce que ce sont des acteurs culturels? Je ne vais pas rentrer dans le débat, je n'ai pas envie de pointer du doigt tel ou tel dispositif, mais je pense que nous n'avons pas la compétence, conseil régional, pour le faire, mais je pense qu'avec les PEPS, nous avons un bon outil. Sauf que nos PEPS, ils pourraient être assouplis. On m'a donné l'exemple l'autre jour de PEPS, de crédit PEPS qui n'étaient pas consommés, et quand on demande à pouvoir les utiliser dans le même lycée pour une autre opération, non, parce que c'était pas dans le projet de départ. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus souple là-dessus et qu'on donne aussi une visibilité plus importante tout en sachant que c'est pas la compétence de la région, mais que, par exemple, j'étais avec une professeure d'éducation artistique en collège aujourd'hui qui dit « c'est bien vos PEPS, mais comment je fais moi dans les collèges pour y avoir accès ?» Donc, il y a ça, et puis il y a un certain nombre d'œuvres. Alors, s'il y a des conservateurs qui ne m'en veulent pas, j'en ai pas encore parlé en détail avec eux, mais il y a des œuvres qui sont dans les réserves, que vous rêveriez de voir exposées dans vos musées, bien sûr. Et pourquoi ne pas les utiliser pour nous permettre, assurés par la région, transportés par la région, sous la responsabilité de la région, de pouvoir justement les mettre dans des établissements, dans des lieux d'établissement où il pourrait y avoir cette action. Ça demandera certainement aussi de la médiation, mais je pense que c'est intéressant. Alors, c'est toujours une idée qui est facile à avoir. Le projet est certainement plus difficile à mettre en œuvre, mais je me dis que ça se tente. Je me dis que ça se tente, et c'est la région qui assumerait les charges liées à cette opération. Encore une fois, je n'impose rien, mais c'est quelque chose que j'aimerais très clairement mettre en débat. Donc voilà, sur les différents pans de notre action culturelle, sur une logique aujourd'hui qui va être, il y a les structures, elles continueront à être aidées, bien évidemment, les nouvelles structures que vous connaissez, mais je pense qu'il y a aujourd'hui toute une action sur tout ce secteur culturel qui a besoin de savoir si on a besoin d'être grand pour être aidé, et puis les grandes structures qui veulent savoir comment elles pourront nouer des partenariats au nom de l'émergence. J'avais vu notamment ce qui avait été fait par Romaric Dorier au Phénix, la façon dont, à partir du Phénix, de ces actions-là, que l'on pouvait permettre l'émergence avec de nouvelles structures. J'ai vu notamment sur la Maison de la Culture d'Amiens. J'ai vu aussi la façon dont l'échangeur Château-Thierry a réussi à donner une dimension totalement régionale avec Quidance. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que ceux qui existent aujourd'hui, qui sont reconnus, tous les projets, je pense aussi au théâtre de Compiègne, ce qu'ils ont fait en donnant une dimension régionale, je crois que c'est quelque chose de très important. Et le dernier point sur lequel on me sollicite beaucoup, c'est de réussir à mettre tout le monde autour d'une table, tous les financeurs potentiels, également l'État, pour qu'on puisse avoir, non pas un candidat d'or, on n'est pas en guerre, mais pour être sûr que l'ensemble des acteurs soient sur la même longueur d'onde, chacun avec ses références, chacun avec ses politiques, mais pour qu'on puisse avoir un maximum de visibilité. Voilà quelques-unes des pistes et d'orientation, parce que vous savez, une campagne électorale est aussi une occasion plus que toute autre de sortir du cadre institutionnel. On a fait on a fait des moments d'échange, même si on s'est placé portée de dialogue ou portée d'engueulade, c'est pas pareil qu'une campagne. Une campagne, on casse la dimension institutionnelle. Et ce que j'ai entendu dans cette campagne, celles et ceux qui seront en charge de la culture à mes côtés, dans les semaines qui viennent, dès juillet, même si pour beaucoup il y a Avignon, je pense qu'il va falloir montrer qu'on n'est pas là juste dans la continuité du mandat précédent, si les gens nous font confiance, mais qu'on est là justement pour faire mieux. Et ça, je crois que c'est très important. Je sais que certains disent, au final, la culture, ça a été une bonne surprise, l'équipe de Bertrand. Ouais, mais on peut faire mieux encore. Et j'ai bien conscience que si on se reposait sur nos lauriers, les années qui viennent ne seraient pas jugées de la même façon par les habitants. Et donc, c'est pour ça que d'une certaine façon, il faut accepter de se remettre en question. Donc, les engagements budgétaires, ils resteront. Les engagements budgétaires augmenteront en fonction des nouveaux projets, de ces nouvelles dimensions. Et je crois que François l'a dit tout à l'heure, nous mettrons en place un nouveau plan, je dis plus de relance, mais de soutien à l'action de la région dans la région, et il y aura tout un pan qui sera clairement consacré à la dimension culturelle, à l'ambition culturelle. Excusez-moi d'être long, mais c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet, hélas, qui n'a pas du tout été abordé malgré nos sollicitations
aux journalistes dans les différents débats. J'aurais aimé que l'on en parle davantage. Très honnêtement, je ne pense pas que j'aurais été gêné pour en parler. Ça m'aurait plutôt intéressé. Mais bon, force est de reconnaître que médiatiquement, on préfère nous parler d'autres sujets. J'ai plaisir à échanger avec vous dans cette permanence virtuelle et vous dire que non seulement j'ai la même énergie, j'ai la même ambition pour la culture avec mes colistiers, mais que se battre pour la culture, ben, c'est aussi se battre contre ceux qui n'aiment pas la culture. Enfin, qui n'aiment pas toutes les formes de culture. Toutes les formes de culture. Mais qui aiment l'idéologie. Allez. J'ai beaucoup parlé, excusez-moi d'avoir été long, il ne fallait pas me passer le micro. C'est un temps d'échange, donc après le problème, il va repartir dans sa voiture, donc n'hésitez pas. Hein. Donc, je vois des sourires, mais... Attendez, moi, je ne veux pas vous harceler. Mais non, c'est Jean-Paul qui vous oblige. Ah, moi, c'était le message que je voulais vous passer. De toute façon, si les hommes et les femmes des Hauts-de-France nous font confiance, c'est un des points sur lesquels on aura l'occasion de reparler très vite, en juillet. En juillet, parce que si nous mettons en place un plan de relance, c'est à l'automne. Et à l'automne, ça veut dire qu'on commence à parler des bases de ce nouveau plan de relance dès juillet pour pouvoir intensifier les échanges dès fin août, début septembre. Et c'est pour moi un rendez-vous très, très important que celui de la culture dans les années qui viennent. Bon, écoutez, moi, n'hésitez pas. Alors, il y a Gilbert Langlois, que je remercie, qui nous a accueillis ici, qui malheureusement était au rendez-vous à Lille. Voilà, donc, mais il allait peut-être se connecter. Gilbert, non, je ne le vois pas, je ne vois pas de Gilbert Langlois pour l'instant. Un mot, une suggestion? Je veux bien dire un petit mot. Bonjour à tous. Merci. Et juste un mot, parce que j'ai trouvé que ça avait été assez invisibilisé dans le bilan ou dans ce qui a circulé dans les médias, mais c'est tout le travail d'éducation artistique qui a été commencé par le PEPS. Je trouve que dans les lycées, pour en avoir mis plusieurs en place ici dans le Valenciennois, ça a été vraiment un outil de transformation assez incroyable pour les jeunes gens sur la question de la pratique artistique. Et c'est vrai que le partenariat avec l'éducation nationale, il est vraiment vital pour pouvoir permettre cette expérience-là et toucher aussi des profils sociaux qu'on aurait du mal à concerner par notre action. Donc, je trouve que vraiment cette action-là, elle est exemplaire. Et après, vis-à-vis des étudiants et du supérieur aussi, je pense qu'il y aurait quelque chose de formidable à faire dans les mois à venir. On a vu qu'ils ont pas mal souffert par la crise. Là, on a décidé au Phénix de leur accorder la gratuité tout le mois de réouverture qu'on a fait. Il y a aussi un problème économique pour accéder à l'offre culturelle. Et donc, je pense que pour les étudiants, on pourrait inventer quelque chose d'assez intéressant. Merci Romaric. D'autres interventions? Anthony, est-ce que... Anthony, si vous voulez intervenir, mais là, votre micro est coupé. Bon. Écoutez, une dernière occasion pour Anthony. Bon, écoutez, on est ensemble depuis 1h30, donc je vous remercie d'avoir participé aujourd'hui à cette permanence virtuelle. Et je vous remercie surtout pour ce que vous faites toute l'année, ce que vous faites depuis 5 ans, parce que ça ne doit pas être un sens unique. On est là pour vous aider et on vous remercie d'être là, vraiment. Donc, pas là aujourd'hui, d'être là tous les jours. Et c'est important pour nous de savoir qu'on peut faire des choses ensemble. Voilà. N'hésitez pas, s'il y a une dernière question, on la prend. Et sinon, malheureusement, on va être obligé d'interrompre cette permanence. Et on remercie encore l'équipe de d'Arras de nous avoir accueillis et tous les participants. Et merci de cette initiative.
Merci à vous tous. À bientôt. Après le deuxième tour, et n'oubliez pas, dimanche, il faut voter Et faire voter. et faire voter. Merci à vous.